moi, ce que je dis souvent, c'est qu'on est sans doute une ou l'organisation la plus avancée en aérospike au monde. On a résolu beaucoup de sujets qui n'étaient pas évidents. Et l'aérospike, en fait, il a toujours été techniquement viable. Ce qui n'était pas viable, c'était le coût pour le fabriquer, le coût pour le refroidir, la perte de performance. Donc tout ça, je pense qu'on a beaucoup avancé. Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau format. C'est un format qui est plus long et qui va faire intervenir directement les acteurs concernés par la problématique. Et pour ce premier épisode, on a interviewé les dirigeants de Pangea Aerospace qui tentent de résoudre un des problèmes dits impossibles, celui de l'aérospike. Et juste avant de nous plonger dans ce dossier palpitant, un petit mot sur notre sponsor du jour qui soutient cette vidéo, CyberGhost VPN. Si vous êtes comme nous, une bonne partie de votre vie se passe en ligne. Vous faites absolument tout sur internet, vous vous informez, vous jouez, vous payez vos impôts, etc. Vous faites donc confiance à énormément d'acteurs pour protéger vos données personnelles. Le plus sûr reste encore de ne pas laisser traîner trop de ces données dans la nature. C'est ce que j'apprécie avec le service de protection de l'identité numérique de CyberGhost. Il permet en quelques clics de devenir un fantôme numérique. C'est dans le nom. Vos données de navigation passent par un tunnel sécurisé et personne ne peut intercepter, surveiller ou altérer vos communications le long du tunnel VPN. Tout ça, en toute sécurité, c'est le VPN le plus recommandé sur Trustpilot. Et comme ça reste un très bon VPN, c'est aussi bien pratique pour accéder à des sites bloqués en France ou pour voir des contenus géolocalisés. La petite série que vous attendez et qui n'est pas encore dispo en France, ou le jeu qui est en promotion à l'autre bout du monde mais pas chez nous. Vous pouvez par exemple vous connecter sur un serveur US pour voir l'excellente série Hannibal si vous êtes amateur de frissons. Pour vous aider à bénéficier de tout ça, on s'est associé avec CyberGhost VPN pour vous proposer une promo de malade. Il vous offre une réduction de 83% sur l'abonnement et 4 mois gratuits. L'abonnement revient ainsi à 2,03€ par mois. Il est possible de se faire rembourser sous 45 jours, vous pouvez donc tester sans risque. Si l'offre vous intéresse, n'hésitez pas à consulter les liens en description. Nous, on plonge dans le dossier fascinant de Pangea Aerospace. Nous sommes en train de vivre une époque fabuleuse pour le spatial. On voit de nombreux grands projets des années 60 et 70 renaître. La propulsion nucléaire avec le projet Draco, les lanceurs géants et réutilisables avec le Starship, et un nouvel effort lunaire à travers Artemis. Ce dont on va parler aujourd'hui est une autre grande arlésienne du spatial. Un système qui a été théorisé il y a des dizaines d'années, mais qui a longtemps été considéré comme impossible à mettre en pratique. Pourtant, au sein d'une entreprise espagnole, des résultats ultra prometteurs ont été obtenus. Partons à la découverte de Pangea Aerospace, l'acteur qui compte enfin faire rentrer les aérospikes dans les lanceurs de demain. Dans les grandes lignes, un moteur fusée classique possède des réservoirs, un système de pompe, une chambre de combustion et une tuyère. Ce dernier élément est peut-être celui qui a le moins évolué au cours des 60 dernières années. Les tuyères des années 2020 ne sont pas bien différentes des tuyères des années 60. Pourtant, il y aurait des progrès à faire. Les tuyères en cloche que vous avez l'habitude de voir ont une efficacité assez médiocre. Concrètement, une tuyère sert à détendre et orienter un gaz de propulsion pour produire une poussée. Elle échange les pressions énormes présentes dans la chambre de combustion pour de la vitesse. Au fur et à mesure que le gaz circule le long de la cloche de la tuyère, il va se détendre, perdre en pression et en température et gagner en vitesse. Plus le gaz est expulsé rapidement à l'arrière de la fusée, et plus cette dernière pourra accélérer. Il est donc primordial que la détente et l'accélération du gaz se fassent de la manière la plus optimale possible. Pour atteindre cette accélération optimale, il faut qu'arrivé au bout de la tuyère, le gaz soit à pression ambiante. Si la fusée est au niveau du sol, il faut donc qu'il soit à 1 bar. Si la fusée est quasiment dans l'espace, il faut que sa pression soit la plus basse possible. La pression à laquelle un gaz arrive en bout de tuyère est dictée par la forme de celle-ci. On optimise donc la forme de la cloche pour une altitude donnée et on accepte qu'en dessous de cette altitude ou au-dessus d'elle, elle fonctionnera dans un régime imparfait. L'aérospike est un moyen de résoudre ce problème. Il remplace la cloche d'une tuyère par une rampe centrale. Il n'a pas de paroi extérieure. Les gaz se détendent donc librement, contraints uniquement par la pression ambiante. Leur détente est donc optimale, quelle que soit l'altitude à laquelle se trouve la fusée.
Cela doit théoriquement engendrer des gains significatifs sur un lanceur, surtout au niveau du premier étage. Bon, tout ça c'est bien beau, mais si on ne voit pas des aérospikes sur toutes les fusées, il doit y avoir une bonne raison. Cette raison devient tout de suite évidente lorsqu'on essaie de passer de la théorie à la pratique. Un aérospike peut prendre plusieurs formes, mais il s'agit généralement d'une sorte de cône. Pour qu'il fonctionne, on doit déverser sur lui les gaz brûlants d'une chambre de combustion, et c'est là que le bât blesse. Le flux thermique que doit encaisser un aérospike est tel qu'on ne connaît aucun matériau capable de tenir la charge. Même en utilisant un refroidissement actif, en faisant circuler le carburant cryogénique du lanceur à travers la rampe, il est impossible d'évacuer suffisamment de chaleur. Il est donc possible de faire fonctionner un aérospike quelques secondes ou quelques dizaines de secondes dans le meilleur des cas, mais il finit toujours par être détruit. On est depuis des dizaines d'années face à une impasse, et c'est là qu'entre en scène Pangea Aerospace. Pangea Aerospace est une entreprise espagnole qui a été créée en 2018. Elle a depuis élargi ses horizons et a même ouvert des bureaux en France, à Toulouse. Elle bénéficie du soutien de l'ESA, du CNES et d'autres institutions européennes. Sa mission depuis maintenant 5 ans consiste entre autres à résoudre le problème de l'aérospike. Nombreux sont ceux qui se sont attelés à ce défi, mais Pangea a marqué les esprits en montrant des images d'essais très impressionnantes. Le petit moteur que vous voyez à l'écran s'appelle Demo P1. Il fonctionne au méthane et à l'oxygène. Il n'a pas vocation à faire voler des fusées, mais sert de prototype de démonstration. Au centre d'essai de Lampolsheim en Allemagne, il a été mis à feu à haute pression et haute température à de nombreuses reprises, dont un tir continu de 160 secondes. Cela reste trop court pour faire voler un premier ou second étage de fusée, mais c'est un progrès significatif par rapport à ce qu'il était possible de faire avant, avec un budget contenu. Éventuellement, Pangea Aerospace pense qu'ils détiennent les technologies clés pour mettre au point un véritable aérospike opérationnel. D'ailleurs, quand on interroge Adria Arghemi, cofondateur de l'entreprise, sur ce test, sa réponse est très intéressante. Je vous laisse l'extrait. Est-ce qu'on était au max possible, c'est-à-dire thermiquement on commençait à chauffer sérieux, ou est-ce qu'il aurait pu fonctionner encore plus longtemps et peut-être adapter un profil de vol de premier étage de 5-6 minutes, quelque chose comme ça? Il aurait pu tenir plus longtemps. C'est une belle anecdote en fait. Le dernier jour de test à Lampolsheim, on a littéralement fini les ergols. D'accord. C'était, je crois même un jeudi soir, donc c'était déjà tard, etc. C'était notre dernier jour de contrat avec le DLR, et on a fini les ergols, donc on n'a pas pu aller plus loin. Mais c'est vrai que d'un point de vue thermique, sur ces 160-180 secondes qu'on a testées, on a fait de la variation de la poussée et on a fait surtout de la variation de l'OF pour vraiment aller aux limites du système de refroidissement en créant même des circuits biphasiques dans les mêmes canaux de refroidissement, que c'est une des choses que toujours il faut éviter quand tu fais un moteur conventionnel ou quand tu testes l'enveloppe de fonctionnement, mais pour exactement ce qu'on voulait, c'est vraiment faire péter le moteur pour exactement voir c'est quoi la limite. On n'a pas réussi, donc tous les marges qu'on avait appliquées d'un point de vue de conception, on a fait bien de les mettre, et on a compris aussi comment les moduler pour descendre ici et augmenter là-bas pour vraiment faire des moteurs plus robustes. Comme vous l'avez entendu, ils n'ont pas réussi à casser leur moteur. Leurs innovations sont multiples. Elles concernent les matériaux, le système de refroidissement actif et les méthodes de fabrication. Commençons du côté du système de refroidissement actif. Comme je vous le disais un peu plus tôt, il est possible de refroidir un aérospike en faisant circuler à l'intérieur le carburant du lanceur, à condition que celui-ci soit cryogénique, ce qui est le cas du méthane, qui est liquide autour de moins 160 degrés. Cette méthode est également utilisée pour les tuyères classiques. Sur un aérospike, elle est cependant insuffisante. Le besoin de refroidissement est tel qu'il faudrait faire circuler plus de carburant que ce dont la chambre de combustion a besoin. À moins d'évacuer ce carburant supplémentaire sans le brûler, et donc de gréver sérieusement les performances du lanceur, on est face à une impasse.
Pangea Aerospace pense pouvoir surmonter ce problème en implémentant une boucle de refroidissement double. Ils font circuler à la fois le carburant, le méthane et l'oxydant de l'oxygène liquide dans l'aérospike. Un système de refroidissement double est extrêmement complexe. Les parois de l'aérospike doivent être parcourues de très nombreux microcanaux qui ne doivent bien évidemment pas mélanger oxygène et méthane, sous peine de tout faire exploser. Jusqu'à il y a peu, il était inconcevable d'espérer usiner un tel système, mais l'impression 3D métallique a tout changé. Pangea Aerospace utilise ainsi la fabrication additive pour produire ses aérospikes. Il leur est possible de concevoir des formes extrêmement complexes dans les parois de l'aérospike sur ordinateur pour ensuite laisser des machines les fabriquer. L'impression 3D n'est pas adaptée à tous les usages, elle est souvent imparfaite à très petite échelle. Mais pour Pangea, c'est au contraire un de ses points forts. Les microgranularités qui parcourent les canaux de refroidissement augmentent la surface d'échange thermique et rendent le système encore plus efficace. Ce n'est d'ailleurs pas n'importe quel métal que l'entreprise utilise dans sa fabrication. Les fabricants de tuyères sont généralement face à un choix difficile. Ils peuvent utiliser des alliages au nickel qui ont une très bonne résistance structurelle, même à très haute température. Ou ils peuvent utiliser des alliages au cuivre, qui résistent moins bien mais conduisent beaucoup mieux la chaleur. Le GR-COP 42 est un alliage développé par la NASA qui réunit ces deux qualités. Il offre une résistance structurelle comparable à celle des alliages en nickel, tout en offrant une conductivité thermique 20 fois supérieure, similaire à celle des alliages au cuivre. Il a en plus l'avantage d'être relativement facilement imprimable en 3D. Pangea Aerospace a obtenu l'autorisation d'exploiter ce brevet de la part de la NASA pour développer une partie de son architecture. Il constitue la dernière brique technologique qui permet à leur aérospike de tenir la chaleur. D'ailleurs, si on les interroge sur cet alliage mystérieux de la NASA, on apprend qu'en Europe, on tente aussi de le recréer, voire de faire mieux. Cet alliage, si j'ai bien suivi l'article dans Additive Manufacturing, à la résistance mécanique thermique des alliages nickel et la conductivité des alliages cuivre, tout en étant imprimable en 3D. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Pas beaucoup. Mais oui, on travaille très près de plein de partenaires côté NASA parce qu'on a eu accès à cet alliage et on travaille avec d'autres partenaires européens pour essayer de même avoir les mêmes, voire meilleures spécificités de l'alliage cuivre. On a des solutions qui sont déjà commerciales, qui sont bien, mais ici, d'un point de vue purement matériaux, il est supérieur. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de y aller. Mais voilà, on ne peut pas dire beaucoup plus que ce qui est écrit là-bas. Okay. On peut juste dire que si la propulsion est complexe, le material science aussi. Ouais. Vous l'employez comment en liner du plug ou sur toute la structure du moteur? Non, donc pour chaque chambre de combustion d'Arcos, il y a un liner de cuivre et une grosse partie est faite par l'autre matériau. C'est encore, comme vous imaginez, en train d'être. On fait pas mal d'itérations pour voir ce que fait plus de sens. Et à nouveau, c'est un des avantages de l'impression 3D, c'est que tu peux assez vite concevoir, faire les simulations, tester et repartir. Bref, pour passer à un moteur opérationnel, il va falloir changer d'échelle. Après avoir fait sa démonstration de technologie grâce à Demo P1, Pangea s'apprête à développer un moteur dénommé Arcos. Il sera plus gros, plus puissant et exploitera une architecture différente. Il doit en effet faire appel à un anneau de chambre de combustion qui déverseront leur gaz sur l'aérospike. Le modèle de chambre de combustion a été testé il y a quelques mois, il fonctionne à très haute pression et toujours au méthane. Arcos est pensé pour pouvoir équiper un premier étage de fusée. En plus d'un gain d'efficacité notable par rapport à une tuyère en cloche, il doit permettre la réutilisation. Demo P1 a connu plusieurs mises à feu et y a survécu sans problème. Comme vous l'avez vu, Pangea aurait même pu continuer les essais, mais ils avaient alors épuisé tous leurs ergols sur le site de test. Autre avantage notable, la forme de l'aérospike permet d'optimiser les phases de retour dans l'atmosphère. Il agit comme une sorte de bouclier naturel, même éteint, en créant une onde de choc dans l'air.
Pangea a pu confirmer ce phénomène à Mach 6 en soufflerie. Arcos devrait donc permettre de concevoir des lanceurs efficaces, économiques, faciles à récupérer et à réutiliser. Pangea se pose même la question des seconds étages réutilisables. En modifiant la forme de l'aérospike, il doit être possible d'obtenir une surface à double usage. Rampe aérospike en phase propulsive et bouclier thermique en phase de réentrée. Normalement, si vous suivez régulièrement la chaîne, ça doit vous évoquer quelque chose. Et nous, ça nous fait rigoler parce que les idées que Stockspace a implémentées de façon très rapide, on les avait ici déjà avant eux. Ouais. Bon, d'un côté, ça prouve qu'on va dans une direction qui fait sens. De l'autre côté, c'est un peu rageant et frustrant parce qu'on n'a pas les 100 millions que Stockspace a pour aller rapidement tester tout ça et le mettre en place. Mais c'est vrai que c'est des choses sur lesquelles on travaille beaucoup aujourd'hui parce que nous nous sommes rendus compte aussi que l'aérospike pour des états supérieurs, ça fait beaucoup de sens. Une autre idée que Pangea partage avec Stockspace concerne le Thrust Vector Control, la manière de diriger la poussée d'un moteur. Le plus simple serait de monter des actionneurs qui bougent tout Arcos dans une direction ou une autre. Seulement c'est lourd, complexe et c'est un système mécanique supplémentaire qui peut tomber en panne. Il est beaucoup plus simple de tout faire de manière logicielle, en modulant individuellement la poussée de chaque chambre de combustion située sur l'anneau en haut de l'aérospike. Pour aller dans une direction, on pousse à fond les chambres de combustion d'un côté de l'aérospike et on éteint ou réduit fortement les autres. Du côté de la technique, l'entreprise semble avoir identifié toutes les solutions qui vont lui permettre de faire enfin de l'aérospike une réalité. Bien des acteurs auraient accompagné cet effort d'un joli lanceur aux couleurs de l'entreprise. Ce n'est pas le cas de Pangea. Ils se voient uniquement comme un motoriste. Ils fournissent un moteur, Arcos, et laissent d'autres entreprises l'intégrer à un lanceur. Pour le moment, ils ne souhaitent pas communiquer sur l'identité de leurs clients, mais il semble y en avoir plusieurs. On ne serait donc pas étonné de retrouver des aérospikes Pangea sur les architectures au méthane européennes de demain. D'ailleurs, sur le sujet de la compétition annoncée par l'ESA à Séville, les dirigeants de l'entreprise adoptent un discours plutôt pan-européen. On peut peut-être faire, Max, justement une question un peu plus générale sur comment vous sentez justement ce qui se passe en Europe actuellement avec l'ouverture à la compétition au niveau des lanceurs. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez d'un bon œil et vous pensez que c'est bon, il est temps de passer à ce modèle-là ? C'est une très bonne question. Oui, ce n'est pas évident à répondre parce que, en fait, il y a deux choses. Nous, ici, il y a d'un côté les intérêts nationaux. Ça fait peut-être jamais dans l'histoire du spatial européen, il y a eu des intérêts nationaux si divergents. C'est-à-dire, on dirait que chacun veut un peu faire la course de son côté dans les lanceurs. Il y a une grosse question avec le retard d'Ariane 6 et les problèmes de Vega, mais il faut néanmoins respecter l'incroyable travail d'Ariane Group et d'Avio parce qu'aujourd'hui, c'est les seules entreprises qui ont vraiment démontré qu'elles sont capables d'aller de façon récurrente dans l'espace et qui ont un héritage qui a placé historiquement l'Europe au premier niveau. Ça, je pense que parfois, on a tendance à l'oublier, même si aujourd'hui, on a des problèmes. Les capacités techniques de ces deux entreprises sont énormes. Et de l'autre côté, on voit que l'ESA veut continuer à faire de la coopération transnationale qui est un peu l'ADN de l'Europe. Donc nous, franchement, Pangea Aerospace, ça nous va bien. Il faut comprendre que la compétition, elle n'est pas intra-européenne, mais elle est continent, on va dire. Ouais. On voit que les US s'avancent très vite, la Chine aussi, donc au moins nous, Xavier et moi, d'un point de vue plutôt personnel, on est très pan-européistes. On croit que c'est un effort d'équipe de tous. S'ils y vont que les Ariane Group, que les ISAR, les Latitudes, les PLD tout seuls, ils auront vraiment un hard time pour être compétitifs dans le marché global. Parce qu'il faut ne pas oublier que le marché spatial, c'est un marché global. Ce n'est pas qu'avec les lancements de la Commission ou de l'ESA ou du CNES que quiconque va pouvoir survivre. C'est ça. On a là un acteur qui a bien les deux pieds sur Terre et qui pourrait fondamentalement changer le spatial européen, voire mondial. Il est pour nous très stimulant de voir une entreprise européenne proposer un niveau d'innovation qu'on ne voit d'habitude qu'aux États-Unis ou en Chine. On devrait pouvoir vous partager de leurs nouvelles en 2024 dans nos émissions d'actualité spatiale. Ils nous ont dit qu'ils attendent plusieurs échéances au cours des 12 prochains mois. On a hâte de voir ça.
Voilà, cette plongée au cœur d'une des entreprises les plus innovantes en Europe ou même dans le monde au niveau du spatial se termine, mais j'espère que vous avez apprécié ce nouveau format. On a plein d'idées pour interviewer et présenter d'autres acteurs qui explorent des choix techniques ou commerciaux audacieux. Je vous invite toujours à partager vos remarques et vos questions dans les commentaires, même si ironiquement cette vidéo remplace l'espace commentaire dont vous avez l'habitude. Si vous avez par exemple une idée de nom pour ce nouveau format, n'hésitez pas à le mettre. Vous pouvez retrouver nos sources et nos réseaux sociaux dans la description. Je vous rappelle que l'offre de notre sponsor est disponible dans la description, donc n'hésitez pas à aller check les liens, ça aide beaucoup la chaîne. Nous, on se donne rendez-vous mardi prochain pour un nouveau DNDE, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.